c'est intéressant que on est en train de parler de la France et de la gauche française, et tu es allé chercher du côté des États-Unis, c'est-à-dire que tu as décentré le caractère national de notre discussion, et tu es allé chercher du côté des États-Unis. Ça va nous donner l'occasion de parler d'un autre sujet, ce qui se passe en Ukraine, et les conséquences en fait de ce qui se passe en Ukraine sur le plan international, parce que c'est vrai que, pour le résumer très schématiquement, là on est à un peu plus de... Ça fait 6 mois maintenant que l'invasion russe a commencé en Ukraine, et que globalement on ne peut pas vraiment dire que ça soit... que le camp occidental qui est... bon an, mal an, relativement soudés, hein, même si ils n'ont pas tous exactement les mêmes façons de répondre aux agressions de Vladimir Poutine en Ukraine. Hein. Je pense notamment à l'Allemagne, à l'Italie, qui rechignent un peu à couper le robinet à abandonner le gaz et le pétrole russe. Mais bon, finalement, tout le monde arrive un peu à s'aligner. Ce que c'est en train de démontrer aujourd'hui, c'est que, il y a ce camp occidental, il y a les Russes, mais il y a tout le reste. Et en fait, tout le reste, c'est-à-dire, en gros, il y a l'Asie et il y a l'Afrique, et que l'Asie et l'Afrique, ils n'ont pas décidé d'emboîter le pas, en fait, aux chancelleries européennes. Et quand on leur dit, faut faire un blocus, maintenant on va isoler la Russie, en fait, l'Inde, la Chine, la Turquie, ils sont là, non, en fait, ils ont du pétrole à vendre, ils ont du gaz à vendre, et nous, on va l'acheter. Ils ont du blé. Ils ont du blé, exactement, c'est quand même le premier exportateur de blé au monde, et producteur de blé au monde. Ils vont l'acheter aussi, et du coup, le PIB russe qu'on imaginait en dessous de tout à la fin de l'année, finalement, il a perdu que 4%, et puis finalement, la Banque mondiale, qui avait tablé sur 11% de perte de PIB, finalement, ils ont dit, oui, en fait, peut-être qu'en décembre 2022, ils perdront que 2%, donc ils commencent déjà à relativiser le truc. La Russie n'a jamais autant vendu, dans la balance import-export, n'a jamais autant... ils ont une balance commerciale très importante d'exportation du pétrole et du gaz, notamment avec les pays que j'ai cités tout à l'heure. C'est-à-dire que, en vérité, et on le voit aussi aux Nations Unies. Aux Nations Unies, quand il y a un vote pour sanctionner la Russie, pour condamner les actions de la Russie en Ukraine, vous avez l'Union européenne, en gros, et les États-Unis qui votent comme un seul homme. Et puis, derrière, les pays africains, les pays asiatiques qui sont pas tout à fait d'accord. Avant-hier, dans la semaine, je crois que c'était mercredi, Emmanuel Macron a fait une conférence devant les ambassadeurs. Il a pris la parole devant les ambassadeurs français et il leur a dit un truc, moi, qui m'a excessivement choqué. En gros, il leur a dit il faut que vous redoubliez de travail dans vos pays respectifs pour que les autres pays du monde comprennent ce qu'il se passe en Ukraine, pour que enfin ils agissent comme nous contre la Russie de Poutine. J'ai trouvé ça, en fait, ça démontre en fait le logiciel qui est celui d'Emmanuel Macron et à mon avis qui est partagé par beaucoup de dirigeants occidentaux, qui est en fait, ils n'ont pas compris. Et il va falloir qu'on leur explique, et une fois qu'ils auront compris, les chancelleries chinoises, indiennes et africaines et turques, une fois qu'ils auront compris vraiment ce qui se passe, ils nous suivront. Comme si, en fait, ils n'avaient pas des intérêts qui étaient pas les mêmes que nous, qu'ils mettaient en avant... alors effectivement, la question, j'anticipe sur ce que tu vas pouvoir me dire, Catherine, mais la question de la frontière, c'est des questions qui sont très importantes, et il est certain en fait que tous les pays, à mon avis, devraient avoir à cœur de poser cette question de la frontière et de savoir s'il y a un autre empire, un autre pays qui envahit un pays, c'est pas possible. En fait, on peut pas gérer les relations internationales comme ça, et c'est excessivement dangereux pour tout le monde de laisser faire ça. Mais en vérité, ce qui se passe en Russie, moi je fais le parallèle avec ce qui se passe au Yémen depuis très longtemps. Il y a une guerre au Yémen maintenant qui dure depuis plusieurs années, qui est excessivement grave, c'est un pays sur un autre. Et le pays agresseur, on continue à avoir des relations commerciales avec, alors même que c'est l'Arabie Saoudite, alors même que d'autres pays disent mais là il faut boycotter l'Arabie Saoudite. Vous ne pouvez pas continuer à considérer l'Arabie Saoudite comme étant un acteur international
international avec lequel vous pouvez avoir des relations bilatérales. Et nous, on est là, ah bah oui, mais non, nous, on veut quand même leur pétrole, etc. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose avec le Yémen que eux font avec l'Ukraine. Je ne dis pas qu'il faut abandonner l'Ukraine, au contraire. Mais je dis juste que voilà, on est en train d'avoir, il y a des tectoniques géopolitiques qui sont en train de se modifier et on est en train de voir que l'Occident n'est plus l'acteur central des relations internationales. Et ça va aussi jouer, à mon sens, sur notre politique intérieure. C'est-à-dire que, et évidemment, on ne peut plus en fait se penser comme le centre du monde. On ne peut plus imaginer que les valeurs de la France, alors je ne sais pas, il faudrait les définir, donc c'est un peu compliqué, tu vois, mais que les valeurs de la France sont des valeurs universelles que tout le monde devrait comprendre. Et puis on va vous expliquer. Et puis voilà, non, c'est fini. Et d'ailleurs, tout le monde l'a compris en dehors de la France, en dehors de l'Occident. Les gens ont bien compris que on n'était pas genre un absolu à atteindre. Et ça, il faut le prendre en considération. Je ne sais pas quoi en faire, parce que je ne dis pas que genre, tout est égal par ailleurs, hein, mais il faut le prendre en considération. Oui, moi je suis d'accord que l'affaire ukrainienne révèle le fait que le monde occidental ne fait plus toute la pluie et le beau temps. Avant, il y avait le monde occidental et puis le bloc soviétique, comme on disait. Depuis 1991, il n'y aurait plus que le monde occidental qui serait censé gérer le monde. C'est certain que là, ce que l'on voit, et on le voit avec l'Ukraine, comme tu viens de le dire, dans lequel il n'y a pas un unanimisme international pour boycotter ou mettre à l'écart ou sanctionner la Russie. Moi, je pense que c'est une question grave parce que si on laisse chacun agir à sa guise avec les frontières voisines, alors les Turcs vont pouvoir aller faire leur vie en Syrie comme ils l'entendent, ou à Chypre. Les Chinois vont pouvoir faire leur vie à Taïwan ou ailleurs, ou au Tibet et enfin, dans les régions qui sont en marge autour de la Chine, les Ouïghours, enfin. Là, c'est un peu d'autres questions, mais bon, bref, je veux dire plutôt annexer, imposer leurs lois sans que personne ne puisse intervenir et regarder. Et c'est vrai donc pour un peu, on sait que l'Inde a ses conflits aussi aux frontières avec le Népal, avec le Pakistan, etc. Donc considérer que la question des frontières peut être réglée par des grands États puissants, là on revient à une gestion des empires. Et là, c'est vraiment la mise à mal du système international issu de la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment très très problématique et très dangereux. La deuxième chose que tu as dit qui me paraît très vraie, c'est que ça participe à l'inquiétude, on a l'impression de la disparition des règles internationales de régulation et que l'ONU est très affaiblie. Et la deuxième question, c'est en effet la place de l'Occident. Et ça peut aussi alimenter, c'est quand même une question assez importante dans le discours de l'extrême droite, qui est la défense de l'Occident. D'ailleurs, il y a un mouvement d'extrême droite qui s'appelle Occident. Et ça a été la rengaine de Zemmour, c'est une chose qui revient assez fréquemment dans les discours d'extrême droite, cette question de la défense de l'Occident. Et je pense qu'il y a besoin d'élaborer un discours sur cette question-là, parce que, en effet, je pense que l'Occident n'est plus le centre du monde et ne peut plus à lui tout seul régenter le monde. Dans les informations que j'ai vues passer cet été, je ne sais pas si vous les avez notées aussi, c'est que les 5 plus grosses entreprises chinoises viennent de se retirer de la bourse américaine. C'est-à-dire que même du point de vue de la bourse américaine, du point de vue du lieu où se fait le commerce international, on voit que la Chine est en train de préparer son autonomie et de se décrocher du monde occidental de ce point de vue-là. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais je pense que, il faut être capable de le voir, de l'analyser. 2, je pense que ça sera un objet idéologique extrêmement important dans les années qui vont venir, la question de la place de l'Occident dans le monde et des valeurs occidentales. 3,
Je pense qu'il faudra arriver à clarifier ce qui est la fin de l'Empire occidental et assumer et revendiquer, par exemple, des apports très importants dans la culture mondiale qui ont été celles des Lumières, par exemple. Et donc, l'idée n'est pas d'être impérialiste, mais c'est tout le débat qui est récurrent, mais qui porte sur la question de l'universalisme. Moi, je maintiens qu'il y a de l'universalité et de l'universalisme possible qui n'est pas impérialiste. Et que c'est ça qu'il faut être capable de porter. Faute de quoi, d'abord faute de quoi, je crois qu'on renonce à quelque chose de fondamental pour la gauche, et faute de quoi, on est désarmé aussi vis-à-vis de cette inquiétude qui va émerger sur la fin de l'Occident. Moi, je ne crois pas que ce soit la fin de l'Occident. Par contre, je pense que ce qui est en train de se terminer, c'est un Occident impérialiste et tout-puissant qui impose son ordre au reste du monde.